Bien, bonsoir, merci beaucoup. Je dois dire que je voudrais tout de suite remercier la Cité des Sciences d'avoir provoqué cette rencontre, d'avoir suscité l'idée. Ça nous donne l'occasion ce soir, ça me donne l'occasion d'abord de me retrouver avec deux personnes qui sont un petit peu mes héros. J'aurais aimé être architecte si je n'avais pas étudié le cerveau, et j'aurais aimé pouvoir faire des mathématiques comme toi, Cédric, mais je pense que je n'étais pas du niveau. Et ce soir, nous allons donc parler des idées. Ce qui m'intéresse, ce sont vos idées. Comment elles naissent, comment elles se développent, est-ce qu'elles commencent par quelque chose d'inconscient, quel est le rôle de l'intuition, comment est-ce que naissent nos idées. Alors le thème de l'espace, pourquoi? Parce que c'est sans doute l'un des concepts les plus centraux que développe notre cerveau. Notre cerveau projette sur le monde extérieur des représentations. C'est comme ça qu'il faut voir, il n'absorbe pas les événements du monde extérieur. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il a une capacité de représentation qui anticipe sur le monde extérieur, comme on va le voir dans un instant. Et toute la question, c'est comment dans le cerveau humain, on arrive à réutiliser ces compétences pour l'espace dans des activités qui sont complètement nouvelles, comme l'architecture, les mathématiques. Nous sommes la seule espèce dans le monde vivant à faire des choses aussi extraordinaires, de façon en tout cas consciente, de travailler. On peut discuter s'il y a une architecture animale ou pas, mais elle est certainement très différente de l'architecture réfléchie que nous avons dans l'espèce humaine. Alors, j'ai pensé que je voulais vous faire un petit cours de 1 heure ou 2, comme je vous le disais, sur le thème de l'espace. Je vais juste montrer quelques diapos pour introduire ce thème. Est-ce qu'on pourrait avoir les diapos, s'il vous plaît? Donc voilà, comment notre cerveau crée des cartes. Dans notre laboratoire, on étudie la cartographie du cerveau, la manière dont les cartes du cerveau représentent le monde extérieur. Et le premier point que je voudrais dire, c'est que le concept d'espace est probablement l'un des concepts les plus fondamentaux de la représentation du monde extérieur. Il n'y a pas une seule espèce animale, c'est-à-dire qui se déplace, qui est animée, qui n'ait pas la nécessité de se retrouver dans l'espace. Et dans l'exemple qui est montré ici, sont des expériences tout à fait classiques. Chez la fourmi, on aurait pu aussi citer des abeilles ou beaucoup d'autres espèces. Les fourmis se retrouvent dans l'espace, elles ont une capacité de navigation spatiale. La fourmi qui va quitter son nid, ici c'est une fourmi du désert, elle va créer une sorte de mouvement brownien parce qu'elle est à la recherche de nourriture, elle ne sait pas où la trouver. Quand elle trouve la nourriture, dans cette expérience, on la prélève à ce moment-là, on la déplace en un nouvel endroit de sorte qu'on évite les indices olfactifs par exemple, et on voit que la fourmi trace un vecteur dans le désert, qui est rigoureusement approprié pour l'amener proche de son nid, près de son nid. Ça veut dire que pendant tout ce trajet brownien, elle savait où elle était, et au moment où elle trouve la nourriture, elle arrive à revenir directement là où devrait être son nid. C'est une expérience absolument extraordinaire qui montre que la fourmi intègre son chemin. La fourmi fait des intégrales, peut-être pas aussi précises que les tiennes, mais pas mal quand même. Et un des points amusants, c'est que la fourmi le fait, en tout cas certaines fourmis le feraient en comptant leurs pas. Donc ce sont d'autres expériences absolument extraordinaires. Comment la fourmi sait-elle de quelle distance elle s'est déplacée? Eh bien, si on lui coupe les pattes, on lui raccourcit les pattes, ou bien au contraire, on lui rallonge les pattes. Avec la fourmi ici, il y a des échasses. Ce sont des soies de porc qu'ils ont utilisées pour lui rallonger les jambes. Eh bien, temporairement, la fourmi est mal calibrée et pour un nombre de pas constant, elle croit qu'elle est allée moins loin quand elle a des pattes plus longues. Donc, par le biais de ces expériences, on peut montrer que c'est le nombre qui est utilisé pour cartographier l'espace. Et ça pourrait être un de nos thèmes de discussion aussi, les relations entre le nombre et l'espace. Au laboratoire, on a pu montrer que nous ne pouvons pas penser au concept de nombre sans automatiquement le projeter dans l'espace et s'en servir comme d'une dimension spatiale. Et je pense que beaucoup des mathématiques sont appuyées sur ces relations entre les nombres et l'espace. Alors, je voulais aussi vous rappeler qu'il y a un peu moins d'1 an maintenant, le prix Nobel a été attribué à ces 3 chercheurs en neurosciences, Maybrit Moser, Edward Moser et John O'Keefe, pour leurs travaux sur la cartographie de l'espace et le sens de l'espace dans le cerveau. Et Maybrit et Edward Moser ont découvert les cellules de grille, qui sont
phénomène absolument remarquable dans les décharges neuronales dans le cerveau, en enregistrant des neurones individuels dans le cerveau de la souris, alors qu'elle se promène dans l'espace. On voit ici Maybrit qui est en train de lâcher une petite souris dans un carré, où elle va se promener. Eh bien, on enregistre un neurone individuel dans le cortex entorhinal de la souris, dans une région particulière du cortex. Et ici, chaque point indique une décharge, un potentiel d'action de ces neurones. Et on voit où la souris était, où était la tête de la souris au moment où ce potentiel d'action a été émis. Vous voyez, alors qu'elle se promène partout, on voit son trajet un petit peu aléatoire, parce qu'en fait, elle cherche des chocolats qui sont cachés dans la pièce ici. Eh bien, vous voyez que les décharges neuronales ne surviennent pas au hasard, elles surviennent systématiquement lorsque la tête de la souris est au sommet d'un réseau triangulaire, qui forment donc des triangles, des hexagones, et c'est ce qu'on appelle les cellules de grille. Cette découverte extraordinaire leur a donc valu le prix Nobel, parce qu'on découvre qu'il y a une carte qui est faite par le cerveau, et cette carte, curieusement, est triangulaire, elle n'est pas cartésienne, elle ne fait pas appel à un système de coordonnées perpendiculaires, mais à un système de coordonnées triangulaires. En fait, on connaît beaucoup de choses sur le système de cartographie du cerveau. On sait qu'à côté des cellules de grille, il y a des cellules de lieu, dans l'hippocampe en particulier, qui sont sensibles à une position particulière dans l'espace. Lorsque la souris se trouve dans un endroit bien particulier, eh bien, la cellule se met à décharger, codant en quelque sorte pour cet endroit. Et il y a un troisième type de cellules, il y a encore beaucoup d'autres. Il y a des cellules qui sont sensibles aux frontières. Et puis il y a des cellules qui sont sensibles à la direction ici, des cellules sensibles à la direction de la tête, qui sont comme un compas. Chacune de ces cellules ne décharge que lorsque la tête de l'animal est dirigée dans une certaine direction de l'espace. Et donc ici, ce profil de réponse particulier. Ces trois types de cellules interagissent entre elles et forment un système de navigation spatiale qui est capable de décharger. Il y a énormément de propriétés absolument extraordinaires. Par exemple, ce système est tout à fait capable de décharger dans le noir, lorsque l'animal navigue dans le noir. Donc il continue de cartographier l'espace. Il navigue dans le sommeil. C'est peut-être le plus extraordinaire. Nous rêvons dans l'espace. Les souris qui s'endorment, qui évidemment ne bougent plus, continuent d'avoir des décharges organisées de ce système de neurones, en particulier les cellules de lieu. Et on peut décoder les décharges de ces neurones et voir que la souris fait un trajet dans l'espace, un trajet virtuel en quelque sorte. Les décharges neuronales reproduisent des trajets qu'elle a fait au cours de la veille. Souvent, elles les reproduisent à une vitesse accélérée qui correspondrait à une sorte d'exploration virtuelle de l'espace. Donc nous avons un circuit dans la tête qui peut, de façon accélérée, nous faire anticiper sur l'exploration de l'espace. Ces cellules sont extraordinaires. Pourquoi des coordonnées hexagonales, on peut se demander. Pardon, Stanislas. Direction de la tête relative, absolue, étalonnée dans une situation particulière? Alors évidemment, il faut étalonner le système. Et ce que montre cette expérience ici, par exemple, c'est qu'on peut réorienter l'ensemble du système avec des indices extérieurs. Donc forcément, il y a forcément une coordonnée, enfin il y a une prise d'orientation, d'une orientation particulière dans le monde extérieur. Souvent, c'est un objet grand qui peut être un petit peu loin de l'animal. Voilà. Ça n'est pas le nord absolu, par exemple. Ça n'est pas un GPS qui aurait une notion absolue du nord. Ça peut se réorienter. Et lorsqu'on est désorienté, on peut montrer que l'animal, les cellules sont désorientées exactement comme l'est l'animal. Alors oui, pourquoi des cellules hexagonales? Eh bien parce que peut-être c'est la manière dont le cerveau s'auto-organise. Vous savez que dans beaucoup de systèmes physiques, il y a une auto-organisation qui peut se produire, comme lorsque par exemple la lave refroidit, ou lorsque des cellules de convection s'organisent dans une casserole, par exemple. Si vous faites du risotto, parfois, lorsque vous n'êtes pas loin de la fin, vous voyez qu'il y a des puits qui s'organisent de façon hexagonale dans votre risotto. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Bref, c'est un phénomène physique classique, et on pense que peut-être le cerveau s'auto-organise, et il y a un modèle qui a été proposé par le groupe de Edvard et Maybrit Moser, qui serait un modèle d'auto-organisation de ces cellules dans le cerveau. Ce qui est compatible avec cette idée, c'est que ces cellules sont présentes extraordinairement tôt dans le cerveau. Et les deux groupes, d'ailleurs, aussi bien le groupe des Moser que le groupe de John O'Keefe, ont réalisé des enregistrements avant même que la souris, le souriceau plutôt, la souris 7, commence à bouger. Et
dès que la souris se met à bouger, alors qu'elle n'a pas encore navigué dans l'espace, les cellules de direction de la tête sont déjà là, les cellules de lieu sont là de façon grossière, et quelques jours après, les cellules de grille vont être là. Donc on a l'impression d'un système qui est pratiquement inné, qui permet, ou en tout cas qui se développe extrêmement vite, de façon auto-organisée, et qui applique en quelque sorte un patron de plan sur le monde extérieur. C'est un modèle possible de ce qui se passe ici. Et une des choses qui est compatible avec cette idée, c'est que le plan s'impose même si l'espace est courbe. Ce sont des expériences qui sont en cours dans le laboratoire des époux Moser. Si par exemple la souris navigue sur un tapis qui aurait une vallée comme ça, eh bien les cellules semblent continuer à cartographier l'espace comme s'il était vu d'en haut, comme un plan, comme vous le feriez pour faire un plan d'architecte vu d'en haut. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'impose dans le cerveau, même si les données s'en écartent un peu. Non, exactement. On tire dessus, Si la souris navigue sur le même tapis, mais qu'il est plat ou qu'il a une vallée, eh bien, les cellules vont changer. Elles ne vont pas répondre au même endroit du tapis, elles vont répondre à la vue d'en haut. À la vue d'en haut. Voilà. Wow. Curieux, non? Donc, c'est un système très abstrait. Extraordinairement abstrait de coordonnées. Et ça veut dire que même une petite souris peut avoir dans la tête un système qui est déjà, je ne sais pas si on peut parler de système proto-mathématique. Alors, on pourrait en discuter. Je voulais juste vous dire que chez l'homme, je suis allé un peu vite, chez l'homme, nous avons certainement des systèmes similaires. D'ailleurs, des cellules de lieu ont été enregistrées chez l'homme dans des cas assez rares. Et on peut montrer, ça ce sont les travaux du laboratoire, avec Véronique Izard en particulier, Pierre Picat, Elisabeth Spelke, que même en l'absence d'éducation, on a eu la chance de tester des Indiens d'Amazonie, même en l'absence d'éducation, il y a un sens de l'espace qui existe, qui est très spontané. Il est évident qu'en Amazonie, on a intérêt à avoir un sens de l'espace. Et nous avons pu montrer que ces Indiens d'Amazonie, sans être allés à l'école, comprennent ce que c'est qu'une carte, par exemple. Ils comprennent très facilement la relation entre un dessin de ce genre-là et le monde extérieur, où il y a 3 objets organisés spatialement. Et nous avons pu montrer aussi que ces Indiens d'Amazonie comprennent facilement les concepts de la géométrie euclidienne et dans une certaine mesure non euclidienne. C'est quelque chose d'un petit peu provocateur, mais nous sommes demandé est-ce que vraiment la géométrie non euclidienne est si compliquée que ça. Ce qui s'est passé historiquement, je pense qu'on en parlera, dans la géométrie non euclidienne, c'est que l'arrivée de modèles explicites de ces géométries a convaincu les mathématiciens qu'il y avait là un concept tout à fait valide. Eh bien, on peut faire un petit peu la même chose chez les Indiens d'Amazonie. On leur explique, c'est un peu comme un dialogue platonicien, un peu inspiré du Ménon, dans lequel Socrate explique en quelques minutes à un esclave non éduqué quelques concepts de géométrie, et l'esclave découvre comment doubler la surface d'un carré. Et bien, ici, on explique en quelques minutes à ces personnes ce que c'est qu'un plan euclidien, essentiellement. On leur montre qu'il y a des points. Alors on leur dit ce sont des villages qui sont tout petits ici. Voilà un village, voilà un autre village. Et il y a des chemins qui vont tout droit entre ces villages. Et ici, il y a un autre village. Et vous voyez, il y a des chemins verts qui partent de ces villages. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un 3e village quelque part là-haut. Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve ce village? Indiquez-nous. Et surtout, indiquez-nous à quoi ressemblent les chemins verts lorsqu'ils se retrouvent à ce village là-haut. Donc, autrement dit, quel est l'angle de ce 3e angle du triangle ici. Et on demande à ces personnes de le faire soit avec les mains, soit avec un goniomètre qui permet d'indiquer à quoi ressemblent les chemins là-haut. Notre idée, c'est évidemment, est-ce que les personnes savent que la somme des angles d'un triangle doit faire une constante qui est pi? Alors, on peut poser la même question exactement sur une sphère. Il y a des villages, il y a des chemins qui vont tout droit sur cette sphère. Il y a forcément un 3e village là-haut. À quoi ressemblent les chemins lorsqu'ils s'y rencontrent? Et ce que nous avons pu montrer, c'est que les personnes, même sans aucune éducation, comprennent le problème, adaptent leur réponse au problème posé. Donc ici, on voit ce qu'il faudrait répondre en géométrie non euclidienne et ce que les gens ont répondu. Vous voyez qu'il y a une pas mauvaise corrélation, c'est loin d'être parfait, mais c'est approximativement correct. Et voici les réponses, au contraire, lorsque on pose la question sur le plan. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait répondre sur la sphère, mais les personnes ne suivent plus, ou en tout cas beaucoup moins, cette réponse.
je vais un peu vite parce que je ne veux pas vous ennuyer, il faut qu'on ait un dialogue, mais est apparu un moment lorsqu'on a analysé ces données, on a fait la moyenne de toutes ces réponses ici, on a vu apparaître 3,14, c'est-à-dire pi, évidemment, c'est-à-dire que les personnes ont l'intuition que l'angle là-haut doit se compléter avec les deux autres sur un plan, mais pas sur la sphère, pour faire une somme constante. Autrement dit, nous avons très facilement l'intuition de la constance de la somme des angles d'un triangle sur une sphère, mais nous savons très vite aussi nous adapter à un espace courbe comme celui d'une sphère et adapter à ce moment-là nos réponses. J'espérais un moment qu'on ait le prix Ig Nobel avec ce travail parce que finalement on arrive à calculer 2 décimales de pi après des mois d'expérimentation en demandant à des Indiens d'Amazonie. Donc voilà. Mais ce que ça veut dire de façon un petit peu profonde, ce n'est pas que ces personnes savent faire une démonstration mathématique, mais ça veut dire qu'ils ont un concept approximatif, intuitif, qui commence à ressembler à des mathématiques euclidiennes ou non euclidiennes. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que ce que cela signifie, c'est que nous avons tous dans la tête, très tôt, dans le développement, des représentations mentales de l'espace, du nombre. Ici, c'est une vue de Nicholas Anderson, qui est un mathématicien anglais, qui a eu la chaire de Newton, et qui était aveugle. Il est tout à fait possible d'être aveugle et d'être mathématicien, et d'avoir des concepts extrêmement abstraits qu'on projette sur le monde extérieur. Ma question à Paul Andreu, à Cédric Villani, c'est comment vous viennent les idées? Qu'est-ce que vous pensez de cette origine possible des idées? Est-ce que vos idées s'imposent à vous? Est-ce que vous avez le sentiment d'un système de l'espace dans lequel vous vous inscrivez qui vous aide à concevoir des espaces dans lesquels nous nous promenons tous, les aéroports? Je pense que des millions de personnes, et tous ici dans cette salle, sont passés par vos aéroports. Est-ce que les idées de l'espace, Cédric, te contraignent lorsque tu fais des mathématiques? Est-ce qu'il y a certains espaces mathématiques trop complexes dans lesquels notre cerveau n'arrive pas à naviguer? Comment on fait pour surmonter ces difficultés de navigation dans l'espace des mathématiques? Voilà un petit peu ce dont je souhaiterais que nous parlions ce soir. Je ne sais pas si Paul Andreu, vous souhaitez intervenir. Je crois que ça marche. Ça marche comme ça. Je ne sais pas par quel bout prendre ça, mais disons que moi je sais que chez les architectes, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui font une boîte, qui la divisent pour trouver ce qu'on va trouver dedans, et ceux qui regardent les chemins des gens. Et moi, je regarde les chemins. Donc c'est comme regarder un fleuve où on le regarde couler de la rive, où on se met au milieu et on regarde ce qui vous arrive, quoi. C'est deux manières de voir le. Moi, j'ai plutôt la deuxième, c'est-à-dire parce que je fais ces genres de bâtiments dans lesquels les gens se déplacent, j'ai un raisonnement par rapport au déplacement. Et à ce moment-là, beaucoup par une série de choses, de fonctions par lesquelles on doit passer, si bien que, à vrai dire, mes premiers croquis sont, comment dirais-je, c'est des patates orientées. C'est plus de la topologie qu'autre chose, quoi. C'est pas dimensionnel du tout. On passera là et on fera ça et après on fera ça et après on fera ça et merde, oui non, c'est pas possible parce que on va se rencontrer là. Il y a dans ce que je fais, il y a toujours des frontières, bien sûr. Ça, on peut dire d'ailleurs que c'est l'aviation a créé des frontières tout à fait nouvelles dans le territoire, quoi. Avant c'était une ligne sur la carte et on pouvait juste s'envoyer des boulets par-dessus, et sinon on traversait. Tandis que maintenant, la frontière est devenue une espèce de fractale infernale, quoi. Il y a des points partout de la frontière, quoi. Partout les avions se posent, il y a une frontière. Bon. Et donc moi je vis au milieu des frontières, des limites. Donc comment elles viennent? Je veux dire, beaucoup autour de beaucoup autour de ces cheminements, beaucoup autour de ces trajets. Et ensuite, il s'installe dans l'espace, si j'ose dire. Voilà. Alors, c'est vite dit, quoi. Mais le trajet, il est en 2 dimensions. Mais souvent, il est en l'espace de votre aéroport, il est en 3 parce que quand dimensions. on bute, quand je bute sur par exemple une impossibilité
de passer. Je dirais qu'il faut passer par-dessus ou par-dessous. Et la troisième dimension s'installe en général. Vous voyez, par exemple, dans l'aérogarin, je me rappelle très bien de ça. Bon, on voulait faire un cercle. Je ne sais plus pourquoi on voulait faire un cercle. Il y a un type qui voulait faire un cercle au départ. Bon. Donc il faut rentrer. Bon, alors on rentre. Mais on rentre, on va vers le centre. Et au centre, c'est de la confusion totale, absolue. Tout le monde est bourré au centre. Et pour retourner vers les avions, il faut se retourner. Donc comment est-ce qu'on se retourne ? On est obligé de buter et on ne peut se retourner qu'en changeant de niveau. Forcément. Si on se retourne sur soi-même, ça ne peut pas marcher. Donc il faut rentrer avec les voitures, se retourner et aller vers les satellites, et puis revenir et se retourner. Bon. Et c'est là que s'introduit, c'est là que, si vous voulez, alors de manière, alors je suis vraiment très topologique, on a dit, je me suis dit, si on veut réussir à trouver une orientation dans cette espèce d'espace, il faut enlever le centre. Hein, il faut le priver du centre, quoi. Et de manière d'abord qu'on se donne de l'espace pour naviguer autour, et puis qu'ensuite on puisse mettre des installations. Et j'avais mis des escalators qui rentraient et qui ressortaient. Et là, je suis allé voir mon ancien patron, qui est un ingénieur des ponts, qui était le patron d'Air France, qui m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, hein, les gens vont s'arrêter au milieu, si l'espace du centre est intéressant, les gens vont s'arrêter au milieu, il faut... Ça va pas marcher. Vous allez avoir des embouteillages. Et c'est là qu'on a inventé de leur faire traverser le centre en ligne droite par des tapis qui d'un bord à l'autre. Alors après, comme c'était compliqué pour la petite histoire, pour arriver à dessiner ça, la géométrie était compliquée, on n'avait pas d'informatique, on n'avait rien du tout. Donc on a fait un modèle en bois avec des morceaux carrés de balsa. On a passé au papier de verre pour faire des ronds et on a regardé là où ça risquait de coincer. Puis après, là, on a fait une épure là où ça risquait de coincer, quoi. Mais oui, c'était en même temps très formidable, quoi, comme approche. Mais vous voyez, cette espèce, par exemple, de système, on dit toujours, mais pourquoi vous avez fait ce truc-là ? Par une série de raisonnements. C'est-à-dire qu'enlever le centre, c'était un raisonnement. Hein, en même temps, ça amenait de la lumière, en même temps, mais c'était un raisonnement. Et le reste, c'était des nécessités, quoi. Et vous prenez en compte le sens de l'espace de l'utilisateur de cet espace. Est-ce qu'il ne va pas être perdu ? Comment il va pouvoir s'orienter ? Ah, ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué parce si vous voulez, on n'est pas très savants, nous. On ne sait pas bien comment les gens réagissent à l'espace. D'ailleurs, c'est pour vous dire, quand on a terminé Roissy 1, d'abord, pendant que je faisais les études, en général, quand j'expliquais ça à mes patrons, je voyais bien au premier quart d'heure d'explication, ils décrochaient. Vous voyez, vous montez cet étage, vous montez là, vous passez là, ils décrochaient tous, quoi. Donc j'étais quand même très inquiet, quoi. Je me couchais avec une certaine inquiétude, et je me réveillais toujours optimiste, mais bon. Mais pendant longtemps, ils n'ont rien compris, quoi. Et on était un petit nombre à comprendre. Et ensuite, c'est très drôle. Les réactions ont été comme ça. Il y a des gens qui veulent absolument savoir où ils sont dans l'espace. Alors ceux-là sont très malheureux, parce qu'ils n'y arrivent pas. Hein, ils n'y arrivent absolument pas. Et moi-même, j'y arrive pas. J'ai fait le bâtiment, je n'arrive pas à me dire, voilà comment je suis orienté exactement si je ne regarde pas les... Mais si je regarde la signalisation et que je la suis, je n'ai aucun problème. Et ceux qui sont dans le plaisir si j'ose dire, d'aller, et regardent simplement, tranquillement, les signes qu'on leur fait, ils n'ont aucun problème et ils jouissent. Ils ont du plaisir. Alors que les autres sont malheureux. Moi, il y a quand même une femme qui m'a dit qu'elle avait, grâce à moi, connu ce que devaient être les camps de concentration. C'est sans doute excessif. Mais voilà. Mais d'autres qui m'ont dit, je me rappelle de peintres de Vannes. De Vannes me disait, moi je viens toujours prendre l'avion 20 minutes avant parce que je me promets. C'est magnifique. Donc vous voyez, ça dépend beaucoup ça dépendait beaucoup là dans ce cas particulier, mais j'ai jamais fait un bâtiment qui ait cette même complication. De l'idée qui se faisait, c'est que vous prenez quelqu'un normal en ville, il y en a qui veulent absolument savoir où ils sont.
et d'autres qui acceptent que le taxi s'en aille et puis qu'il les amène quelque part. Moi, j'aime beaucoup vos bâtiments. C'est vrai que parfois, j'aime bien optimiser mon trajet qu'à Orly, non, à Roissy, parfois, quand je suis dans l'aérogare 1, je voudrais savoir si je dois tourner à gauche ou si je dois tourner à droite pour que ce soit plus court. Donc, si je suis à la porte 6 et que je me rends dans la porte 32, ça demande une réflexion particulière. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup dans vos bâtiments. Alors, on a mis juste 36, parce qu'on s'est dit, il y a quelques mathématiciens qui savent que 360, ça fait le compte, quoi. Ah, c'est 36 comme 360. Ah oui, la prochaine fois, j'irai beaucoup plus vite. Oui. Et je peux vous dire qu'à l'extérieur, il y a une poutre il y a 360 poutres à l'extérieur, mais ça, vous ne pouvez pas les compter, quoi. Mais enfin, si jamais vous aviez le loisir de les compter, vous verriez qu'il y en a 360. Mais j'allais dire, il y a une chose que j'aime beaucoup dans vos bâtiments, c'est quand on lève le nez, très souvent, on voit un espace inaccessible, évidemment, au plafond, très riche, beaucoup plus compliqué, ou en tout cas avec des structures géométriques, là, pour le coup, qui sont vraiment épurées et en même temps riches. C'est délibéré, évidemment. Oui, et ça, ça vient aussi d'une autre manie que j'ai prise à ce moment-là. Finalement, si vous voulez construire en rayonnant, c'est compliqué, quoi. Ça fait râler les entrepreneurs. Il n'y a pas de trucs égaux, il n'y a pas de. Et j'ai trouvé dans l'architecture d'Aalto une chose que j'ai appliquée beaucoup, c'est que je tourne par saccades. C'est-à-dire, je fais des rectangles et des triangles. Rectangle, triangle, rectangle, triangle, rectangle, triangle. Donc les triangles sont compliqués, mais les rectangles sont très simples. Et en même temps, ça permet de tous les éléments un peu compliqués, on les met sur les structures simples, et les triangles, on leur fait faire ce qu'ils peuvent faire, si j'ose dire. Alors Cédric, rectangle, triangle et toutes ces surfaces, on n'est encore qu'en 2 ou en 3 dimensions, mais toi tu navigues en n ou plus dimensions. N, alors tout dépend si le n on veut se le représenter ou l'axiomatiser. Alors on va pour parler un petit peu de l'espace, qu'est-ce qu'on va dire ? D'abord, l'espace, c'est une des bases les plus importantes dans l'intuition mathématique, l'intuition de ce qui peut être rempli, de ce dans quoi on travaille. Et c'est utilisé aussi par des mathématiciens non-voyants. Ici, il y a l'exemple de Sanderson, historique connu. Il y en a eu à toutes les époques des mathématiciens non-voyants ou quasiment aveugles. Et même dans ces cas, y compris des spécialistes de géométrie, bien sûr. Et donc l'espace, c'est au-delà de juste la vision. Au départ, l'espace euclidien, tel qu'on le voit formalisé par les éléments d'Euclide, c'est ceux qui se prêtent à l'axiomatisation, ce dans quoi il y a des droites, des points. Et toutes ces droites et ces points viennent remplir quelque chose qui est jamais défini, mais qui est l'espace dans lequel on travaille, si l'on veut, l'environnement de travail. Plus tard, au moment où arrive le besoin de donner une définition précise, c'est relativement tard, l'espace de travail euclidien, ça devient juste la donnée d'un certain nombre de coordonnées. On identifie l'espace tel qu'il est là à l'ensemble des réels au cube, R3 comme on dit, c'est-à-dire que par définition, un point de l'espace, c'est 3 nombres. Ce n'est pas quelque chose qui se représente par 3 nombres, c'est la donnée de 3 nombres en une représentation axiomatique mathématique moderne. Et donc l'espace est ainsi par construction infini, illimité, et c'est un produit, comme on dit. C'est une direction horizontale, une autre direction horizontale, une direction verticale, et les 3 ensemble s'ignorant, si l'on veut, les 3 pouvant être choisis de manière indépendante. À ce moment-là, on a donc identité du concept de vecteur vu comme un multinombre avec le concept d'espace, de point dans un espace. Au XIXe siècle arrivent les géométries non euclidiennes, géométrie riemannienne comme on dit. La formalisation moderne en est effectuée par Riemann en plein milieu du XIXe siècle, avec également la notion de courbure. Et la construction de base reste cet espace euclidien, droit, qu'on utilise comme point de référence. Pour Riemann, une géométrie non euclidienne, c'est un ensemble de morceaux de l'espace euclidien, tous déformés et recollés les uns les autres.
dans cette vision, pour se représenter une sphère, on considère que c'est, par exemple, 2 calottes sphériques qu'on a raboutées l'une à l'autre, et que chacune de ces calottes sphériques, c'est rien d'autre qu'un disque qu'on a déformé. Et le disque est vu comme un sous-ensemble du plan habituel. Donc on part du plan habituel, on découpe un morceau, le disque, on déforme ce disque, et puis on recolle ça à un autre morceau du plan habituel. Et c'est comme ça que l'espace, la géométrie non euclidienne, est conçue comme une déformation, quelque chose qui est par morceau une déformation de l'espace euclidien qui reste la référence. Ce modèle est resté ce modèle a été extrêmement productif, extrêmement fécond et a donné le cadre, la généralité qui convenait à toutes les recherches de physique théorique qui ont été faites jusqu'à l'essentiel du XXe siècle, avec beaucoup d'adaptations et des variantes. Quel genre de variantes? Des variantes soit dans le modèle utilisé, et la façon mathématique de le représenter, soit dans l'objet qu'on va décrire. Pour commencer par l'objet qu'on va décrire, avec des espaces, on va au départ se limiter à des positions, mais bientôt on va y adjoindre d'autres variables qu'on ne se représente pas comme des variables de position, mais par exemple des variables de vitesse. Ainsi, il y a le concept d'espace des phases dans lequel un solide qui se déplace est représenté par une position dans un espace plus grand, un espace de position et de vitesse. Familier encore, dès qu'on fait des études un peu poussées en physique, on se représente un solide en mouvement, non pas comme une position et une vitesse, mais plutôt comme un point dans un espace à 6 dimensions, 3 dimensions de position, 3 dimensions de vitesse. Ainsi naît ce concept d'espace des phases qu'on se représente aussi intuitivement comme un espace de position, même si dans un espace qui représente quelque chose physiquement autre que la position. Et puis après, à ces variables de vitesse, vont s'ajouter plein d'autres variables. Ça peut être des variables de spin, ça peut être des variables de magnétisation, ça peut être ce qu'on veut. Mais donc cet espace des phases, en partie invisible, qui vient être une géométrie qu'on utilise. Et puis dans la structure géométrique qu'on met dessus, au départ, c'est pas le tout de se donner un espace, on se donne aussi en géométrie 2 notions fondamentales, les 3 notions fondamentales, les droites, les angles et les distances. Les 3 notions sont fondamentalement liées. En géométrie euclidienne, une droite, c'est le plus court chemin entre 2 points. La distance entre 2 points, c'est donc la longueur du morceau de droite qui les relie. Et les angles sont liés aux distances parce qu'il y a des relations du type théorème de Pythagore qui vous dit que s'il y a des conditions sur les angles, il y a aussi des conditions sur les distances. Et on formalise ça, par exemple, par le fameux théorème du parallélogramme qui dit que dans un parallélogramme, la somme des carrés des 4 côtés est égale à la somme des carrés des distances. Donc une relation d'angle, parallélisme, le fait qu'il y ait un angle nul entre des droites qui forment un quadrilatère, se transforme en une relation sur les distances. En géométrie non euclidienne, à la Riemann, on adapte tous ces concepts. Il n'y a plus de notion de droite, puisqu'on est dans une géométrie courbée, mais il y a encore une notion de plus court chemin. Pour avoir une notion de plus court chemin, il faut avoir une façon de mesurer les distances. Et pour avoir une façon de mesurer les distances, il faut avoir une façon de mesurer les vitesses. Parce qu'il y a l'idée que la distance, pour aller d'un point à un autre, ça correspond à regarder au fur et à mesure, à intégrer, comme on dit, comme les fourmis tout à l'heure. Elles mesurent la longueur des pattes. À partir de la longueur des pattes, elles mesurent la distance qu'elles parcourent. La longueur des pattes, ça influe sur la vitesse. Plus on a de longues pattes, plus on va vite. Et donc, elles font ce lien entre la vitesse et la longueur du chemin. En géométrie riemannienne, c'est pareil. On a une façon de mesurer la vitesse sur un chemin. De là, on déduit la longueur du chemin. Et le plus court chemin, c'est la distance entre 2 points. Et tu décris ça comme si c'était hyper facile, et je dois dire qu'on a presque l'impression de comprendre. Là. Mais les mathématiciens ont buté pendant des années sur ce concept de géométrie non euclidienne. Non, ça fait l'objet d'un grand débat. Ça fait l'objet d'un grand débat. Pourquoi est-ce que c'était si difficile? Parce qu'il fallait... Les définitions sont souvent difficiles. Il fallait changer le formalisme.
il fallait changer le formalisme. Cette notion que je décris, l'espace qui est transformé, il y a une date très précise pour ça, c'est la leçon donnée par Riemann en 1854. C'est une date importante en mathématiques où il introduit cette idée de déformer les espaces euclidiens pour en faire des géométries non euclidiennes, où il introduit cette notion de distance entre deux points dans un espace courbé, et où il introduit aussi le concept de courbure qui va avoir une postérité phénoménale. Particulièrement audacieux, et il franchit un pas, Riemann, que son maître Gauss n'avait pas osé franchir, c'est de définir ces géométries de manière intrinsèque, sans se préoccuper de l'espace ambiant. Avant Riemann, on aurait présenté les choses différemment. On aurait dit une géométrie, ça s'inscrit au sein d'un espace. La Terre, c'est une sphère peut-être, mais elle est au sein de l'espace à 3 dimensions dans lequel on baigne tous. C'est la vision qu'on en avait. Et la bouteille, là, elle est dans l'espace qui nous entoure. Avec Riemann, le changement est important, même s'il n'y paraît pas. Avec Riemann, on va définir la bouteille en disant il y a un disque déformé qui est le haut de la bouteille, un disque déformé qui est le bas de la bouteille, et je me fiche de savoir dans quoi c'est. Si c'est dans notre espace, ou dans un espace à 16 dimensions, dont je ne peux même pas avoir l'intuition, ou dans un autre monde, ou qui sait quoi, je me définis juste la bouteille par ses coordonnées supérieures et ses coordonnées inférieures. Et c'est un pas que Gauss n'avait pas osé franchir. Au cœur des débats, il y avait le fameux espace hyperbolique, une géométrie qu'on pouvait aussi définir à la grecque, en termes d'axiomatique, avec ce qui aurait été l'analogue des droites, l'analogue des angles, l'analogue des distances, et qui comportait tous les ingrédients d'une géométrie à la Euclide, sauf le fameux postulat si controversé qui dit que par un point extérieur à une droite, on peut passer une unique parallèle. Ce fameux postulat d'Euclide qui a fait écouler tant d'encre. La géométrie hyperbolique prouve que le postulat est nécessaire et qu'on ne peut pas s'en passer. Et est-ce qu'on pouvait appeler ça une géométrie ? Gauss hésitait parce qu'il avait l'intuition qu'on ne pouvait pas le représenter comme un objet qui vivrait dans notre espace. La sphère vit dans notre espace, mais pas l'espace hyperbolique. Riemann dit on s'en fiche, on va définir ses propriétés sans se demander dans quoi ça vit, et puis voilà. Après, on a aussi compris que l'espace hyperbolique, il vivait lui-même, cet espace à 2 dimensions, vivait on pouvait le plonger, comme on dit, dans l'espace euclidien à 6 dimensions. Ça a été un progrès. J'entends que ça rigole ici. Eh oui, qu'est-ce que c'est l'espace à 6 dimensions ? Eh bien, Riemann, il dit, c'est pas de vous représenter ce que c'est juste la donnée de 6 nombres. Un point dans l'espace à 6 dimensions, c'est la donnée de 6 coordonnées, de la même façon que nous, on définit un point dans l'espace à 3 dimensions par 3 coordonnées. Et pas question d'avoir des mots de tête pour savoir si c'est 6 dimensions, c'est le temps ou quelque chose comme ça. On s'en fiche, c'est juste 6 coordonnées. Et donc, la géométrie hyperbolique reprenait encore plus de galons, à partir du moment où on pouvait la plonger. Se poser le problème alors de savoir si n'importe quelle géométrie définie intrinsèquement à la Riemann pouvait se représenter comme une géométrie qui vivait dans un espace à la Euclide. Et ça, c'est un problème qu'il a fallu une centaine d'années pour résoudre. Et l'honneur de la résolution est revenu à John Nash, le grand mathématicien récemment décédé après avoir reçu le prix Abel, qui a résolu ce problème dans les années 50. C'était un tour de force qui a stupéfié tout le monde. Donc effectivement, c'est une notion que j'ai décrite avec les pas des fourmis et tout ça, ça paraît peut-être simple, mais c'est subtil. Et surtout, ce sont des questions qui touchent au formalisme, qui touchent aux définitions. Juste une chose. Je me rappelle avoir lu là, dans un truc, un livre de Poincaré qui s'appelle je ne sais plus quoi, que la géométrie euclidienne, elle est parfaitement adaptée et je ne sais pas s'il dit elle provient, c'est peut-être moi qui dis ça, du fait qu'on prend des objets dont on pense qu'ils se déforment peu et on regarde comment ils se déforment, comment ils se déplacent.
Et que si nous vivions dans un monde d'objets tous éminemment déformables et constamment déformables, on n'aurait pas inventé, on n'aurait pas la géométrie euclidienne comme base de notre appréhension. Est-ce que c'est vrai, ça? Poincaré avait une vision un peu étonnante sur la géométrie. Il était et l'adaptation à l'espace dans lequel on vit. Il est possible que sur cette affaire-là, effectivement, cette idée de non-déformabilité, il soit laissé guider par l'intuition, mais il était attaché à l'idée qu'au fond des fonds, l'espace dans lequel nous vivons est euclidien. Et c'est sans doute une position mathématico-philosophique qui fait qu'il n'est pas allé au bout de la révolution conceptuelle de la relativité. Il avait les formules, il avait les ingrédients, mais il le voyait comme un artifice de calcul plutôt que comme la réalité. Pour lui, l'espace au fond des fonds était un vrai espace euclidien. La vraie différence avec Einstein, qui ne va pas plus loin mathématiquement parlant en 1905 que Poincaré, c'est que Einstein il dit la vérité, c'est comme ça. L'espace dans lequel nous vivons est non euclidien. Mais Poincaré disait l'espace euclidien est plus commode. Et je me demande si ça correspond quelque part à aussi une intuition que c'est le plus facile à utiliser pour nous. C'est celui que l'on conceptualise de façon la plus simple. Dans l'expérience sur les Indiens Munduruku, Véronique Izard avait introduit aussi un deuxième test qui était est-ce que les Indiens comprennent la notion de parallèle, justement. Donc on leur montrait une droite. On leur disait il y a un village là-haut, puis il y a un chemin qui passe par ce village. Est-ce qu'on peut trouver... d'abord, on leur montrait une droite qui était penchée comme ça. Alors, est-ce que les deux chemins vont se rencontrer? Les gens disaient oui, ils vont se rencontrer quelque part par là. Est-ce qu'ils pourraient aussi se rencontrer de l'autre côté? Ah non. Est-ce que c'est possible de trouver un chemin qui rencontre à la fois à droite et à gauche? Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y en a un qui rencontre ni à droite ni à gauche? Ah oui, c'est possible. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui pourraient ne pas rencontrer le chemin d'en bas, ni à droite ni à gauche? Ah non, il n'y en a qu'un seul. Donc ils avaient toutes les intuitions des droites parallèles. Ils avaient les bonnes réponses sans avoir jamais appris ça. Donc je pense quand même quelque part et aussi les expériences sur la triangulation de l'espace chez la souris, il y a quelque chose de particulier avec le plan euclidien. C'est vraiment l'hypothèse par défaut quelque part de notre cerveau, la plus simple, la plus commode. La chose est intéressante et effectivement c'est troublant. Le plan euclidien procède par idéalisation de ce qu'on voit, mais évidemment tout est faux dans le plan euclidien par rapport à l'équation de réalité. Les droites ne sont pas infinies dans la vraie vie, le parallélisme n'est pas absolu, la somme des angles n'est jamais exactement égale à 180 degrés parce qu'on n'est jamais exactement plat, et ainsi de suite. Encore, on peut s'en faire des idées approximatives pas très fausses, enfin, pas très loin de ce que c'est. Les fondements de la physique sont beaucoup plus difficiles. Fondements de la mécanique classique, ça commence avec le principe d'inertie. Galilée, un solide abandonné à lui-même suit une trajectoire rectiligne uniforme. On apprend ça à l'école et là c'est totalement faux, absolument rigoureusement faux. On prend la montre de Stanislas, là, on la balance et elle s'arrête toute seule avec les frottements. On voit que c'est faux tout de suite. Moi, on m'a appris à l'école polytechnique le trièdre fondamental fixe de l'espace. On me l'a appris. Voilà. Et je ne suis pas quand même centenaire. Ben oui. Oui, donc il y a là quelque chose qui peut être extrêmement troublant. Et l'intuition sur le plan euclidien, c'est possible qu'elle s'adapte bien et c'est celle qu'on utilise aussi entre nous informellement. Tout à l'heure, on parlait de patates pour aider au raisonnement. Tous les mathématiciens, quand ils ont un raisonnement à expliquer sur un ensemble de solutions possibles, un ensemble d'objets, ils prennent un modèle qui est bidimensionnel pour leur intuition, un modèle avec des patates et un modèle avec une géométrie sous-jacente, où deux trucs sont proches les uns des autres, si la distance entre les deux est faible et ainsi de suite.
Ils appelleront ça un espace topologique, un espace des solutions, un espace comme ci ou comme ça. Il peut être en pratique continu ou discret, mais pour la représentation mentale qu'on s'en fait, le modèle sera toujours un morceau du plan euclidien. On peut se demander si d'autres espèces auraient d'autres idées. Effectivement, on revient à la question de Poincaré tout à l'heure. Hein. Des poissons qui auraient une intuition de la mécanique des fluides. Ou, je peux amener un élément de données intéressant, les cellules de lieu. Là. Elles existent probablement chez tous les mammifères, à peu près au même endroit. Et les chauves-souris sont des mammifères, mais les chauves-souris vivent dans un espace à 3 dimensions. Eh bien, il semble que les cellules de lieu chez les chauves-souris sont un peu comme des oranges qu'on empile au marché. Elles répondent à des points qui sont cette fois-ci au sommet de tétraèdres en 3 dimensions. Donc la cartographie de l'espace continue, mais dans la 3e dimension. Mais il semblerait, mais ça c'est moins clair, que nous n'ayons pas ça chez la souris. Chez la souris, on a vraiment une notion de plan. Donc peut-être qu'il y a, c'est pas vraiment incommensurabilité, mais disons des conceptualisations assez différentes de l'espace en fonction de la nature même de notre cerveau et de son évolution, de la nécessité de représenter les choses. Et comme on a vu là, il n'y a pas, c'est pas des coordonnées cartésiennes non plus. Oui, alors comment ça te fait réagir ça? Parce que tu dis l'espace, c'est un plan, c'est 2 nombres, mais ça fait quand même une différence si ces 2 nombres sont dans un espace où les axes sont perpendiculaires ou si ces 2 nombres sont dans un espace où les 2 axes sont à 60 degrés l'un de l'autre, non? Ou ça ne fait aucune différence? Si, la différence c'est en géométrie telle que c'est formalisé, à la Euclide haute, ce sont 2 axes perpendiculaires. Et on prend, disons ça, comme on prend les 2 nombres comme définition de la perpendicularité même. Comment on peut même définir ce que c'est que des perpendiculaires si on n'a pas l'idée de l'espace? Si l'espace c'est juste 2 nombres, il y a quelque chose qui me paraît un peu circulaire dans cette affaire. On définit un produit scalaire. Le produit scalaire en géométrie euclidienne, la base c'est le produit scalaire, et en géométrie riemannienne, la base c'est en chaque point, chaque fois qu'on a un vecteur vitesse, un vecteur direction, disons, on peut définir sa norme, sa longueur, comme étant la racine carrée du produit scalaire de la direction avec elle-même. Donc la base de tout, c'est le produit scalaire. Depuis Riemann, on considère ça comme élément de base. Si vous demandez à un mathématicien qu'est-ce que c'est une géométrie non euclidienne, il vous répondra ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on prend des morceaux de l'espace euclidien et qu'on les raboute. Et il vous dira ensuite, et par-dessus ça, en chaque point, on définit un produit scalaire sur chaque espace tangent. Donc, produit scalaire étant vu comme la construction fondamentale pour définir les longueurs. Et alors, dans le cas particulier de l'espace euclidien, produit scalaire de 3 coordonnées, ben on sait bien si on a ABC scalaire A', B', C', c'est A' plus B' plus C'. Et la perpendicularité, c'est que le produit scalaire est égal à 0. Et donc, si on prend des vecteurs correspondant à des coordonnées différentes, ça fera A fois 0 plus 0 fois B égale 0. Et donc le problème est de ce point de je vue commence à réglé. avoir peur que tout le monde s'enfuit en hurlant. Mais derrière, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même. C'est est-ce que ce serait vraiment possible pour le mathématicien d'arriver à des concepts aussi élaborés sans être passé par des intuitions beaucoup plus concrètes au départ au cours de son éducation? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, si on regarde dans l'éducation, quelque chose qui récapitule du simple au compliqué? On est obligé de passer par une compréhension de ce que c'est qu'un plan euclidien, qu'on est un petit enfant. Avant, ou de passer par quelque chose comme Euclide, avant de pouvoir se lancer dans ces espaces riemanniens. Plan euclidien est la base de tout. Et quand on fait les dessins, c'est toujours les surfaces, les plans qui soutiennent l'intuition. Et le plan euclidien, dans le plan euclidien, la perpendicularité, on voit bien ce que c'est. Ça correspond à un angle de 90 degrés. Après, on formalise ça. Alors, si on cherche comment définir un angle, c'est une affaire si on veut le définir mathématiquement. Le processus définition, il vient après. On commence par l'intuition, les angles droits, et après on s'occupe de la définition. Mais le plan euclidien reste là, tel qu'on l'a appris à l'école primaire, reste la référence. Oui, moi, je veux revenir sur ces histoires de distance parce que je suis très frappé par exemple. Il y a une expression que j'adore, c'est l'espace d'un moment, quoi.
hein. Ça fait un raccourci intéressant, quoi, sur les relations. Et finalement, c'est vrai qu'il y a des distances physiques liées au corps, hein, ce que la main touche, bon, le pied, la paume, le machin, tout ce qu'on voudra, les trucs du Corbu qui fait résoudre son équation du second degré par un prof de la Sorbonne. Ah, je jure, oui. Et puis il l'écrit, qu'il a écrit à celui-là, qui lui a renvoyé la solution. Il aime beaucoup les relations mondaines, le Corbusier. Bon, mais après, au-delà d'une certaine quantité, on dit un quart d'heure de marche à pied, 2 heures de TGV. On ne parle plus que de déplacement physique avec une vitesse. Et puis après, on dit année-lumière. Il y a quand même une distance à partir de laquelle on ne parle plus de la distance, mais du temps. Ça, c'est frappant quand même. Parce que le langage ne doit pas tout à fait mentir. Il doit dire quelque chose d'important que je ne sais pas très bien discerner, mais... Il y a pas mal de recherches en sciences cognitives sur le sens du temps qui précisément montrent qu'on utilise de l'espace pour parler du temps. Il y a des relations bidirectionnelles, mais souvent c'est dans le sens que la métaphore, c'est le temps, c'est comme de l'espace. Et donc on parle, si on regarde les verbes ou les prépositions qu'on utilise pour parler du temps, ce sont des prépositions spatiales, ce sont des objets spatiaux. Et tout le monde fait ça. On voit le temps comme une espèce d'axe. Voilà. Donc là encore, l'espace est prépondérant et on plonge des objets qui ne sont pas de l'espace dans de l'espace. Puis après, il y a une autre chose qui me frappe dans l'espace tel qu'on... C'est la morale liée à l'espace. On a de hautes idées, une morale haute, des pensées basses. On est superficiel. On est... il y a une espèce comme ça de vision morale de l'espace. Et sûrement dû au fait droite et gauche. Très souvent à droite le bien et à gauche le mal. Oui, non, mais ça aussi, et une dernière chose que m'ont appris les graphistes, et alors ça, je suis sûr que c'est vrai, c'est que la vision est déformée par l'habitude de la gravité. Moi, je me rappelle quand je faisais dessiner ce fameux alphabet de Roissy par Frutiger, je lui avais dit, écoutez, ma gare est ronde, pourquoi vous ne faites pas un haut rond, quoi, hein? Et il m'a dit, parce que vous ne pourrez pas le lire. Et il m'a fait l'expérience de dessiner dans un alphabet un O complètement rond. Et effectivement, un O complètement rond, c'est une figure géométrique, ça n'est plus une lettre. Et il m'a dit, c'est comme ça, parce qu'il faut, même si vous voulez l'écarter beaucoup, il faut qu'il ait un poids dans une direction. Dans la direction où il va se trouver dans le livre, il faut qu'il ait un poids. Et il m'a dit, regardez bien les carrés élégants, c'est pour ça que les terrains de Go sont inégaux sur les deux. Un carré élégant a en gros 10% dans une autre dimension. Ce n'est pas un vrai carré. Donc nous, on navigue aussi là-dedans, nous, architectes. Un commentaire sur la question des années-lumière. Je pense qu'il y a pas de mystère conceptuel derrière, mais il y a un mystère physique. C'est le fait que dans l'histoire, il y a un invariant qui est la vitesse de la lumière. C'est une vitesse qui est invariante ici, pas une distance, pas un temps. Et donc, c'est naturel de le prendre comme étalon quand les distances sont si phénoménales que c'est un système qui devient commode comme référence. On pourrait, il est naturel de se retourner vers ce qui devient une unité naturelle, une constante naturelle. Mais d'un autre côté, dans la vie quotidienne, on dit c'est pas loin, c'est à 10 minutes. C'est pas une constante. La vitesse n'est pas constante, mais ça n'empêche que c'est une notion extrêmement intuitive pour tout le monde de parler de l'espace en parlant du temps et vice-versa. Moi, je crois, mais c'est une hypothèse encore, mais que différentes régions de notre cerveau imposent des cadres différents. Et on a parlé beaucoup de l'hippocampe qui impose un plan, mais il y a sans doute la région pariétale du cerveau qui impose une ligne. Et la représentation des nombres s'inscrit dans le contexte pariétal du cerveau, mais ce n'est pas la seule. Toutes les dimensions qui vont de
petits à grands, ont l'air de s'inscrire d'une manière ou d'une autre dans des régions pariétales du cerveau. Depuis de sombre jusqu'à lumineux, depuis là, on parlait de la hiérarchie sociale, par exemple, le fait que dans beaucoup d'espèces de primates, il y a des personnages qui sont hauts dans la société et puis d'autres qui sont bas dans la société. Eh bien, toutes ces dimensions qui parfois sont arbitraires, c'est absurde de projeter tout le monde sur un axe vertical. Eh bien, c'est peut-être notre cerveau qui impose un cadre de coordonnées, même s'il n'est pas très approprié finalement. Et là, ce cadre, c'est la ligne, c'est la mise en ordre. Et peut-être imaginer que d'autres régions encore imposent d'autres structures, des arbres, par exemple, dans la région de Broca, des formes dans les régions visuelles. Si cette vision est correcte, les régions du cerveau ne sont pas du tout concrètes, elles sont au contraire extraordinairement abstraites, elles projettent des cadres, et peut-être que le mathématicien ne fait que retrouver ces objets très abstraits et les caractériser. Il est possible que le mathématicien retrouve les objets abstraits. En tout cas, je crois que les images que tu montrais sur le repérage hexagonal prouvent que ce qu'on adopte à la fin dans le formalisme mathématique n'est pas le système tel qu'inspiré par la biologie. Le système cartésien est beaucoup plus économe que le système qu'on a vu là. Même quand on utilise des points pour repérer les choses plutôt que des vecteurs, on va juste prendre un système avec 3 points, les coordonnées barycentriques, mais en aucun cas on utilisera un système hexagonal spontanément en mathématiques. Peut-être dans des questions de couverture par téléphonie ou des choses comme ça, pour repérer l'espace pour un opérateur téléphonique qui doit balayer les choses avec des notions de rester à proximité toujours d'une antenne, des réseaux type triangulaire ou hexagonal vont se réinviter, mais pas dans la géométrie classique. Je vais faire un autre commentaire. Alors, il y avait la question à laquelle on n'a pas répondu, c'est d'où viennent les idées, mais en tout cas, on a parlé d'où viennent les intuitions qu'on se fait, des choses, des concepts et des réalisations. Donc, il y a l'intuition des relations entre objets mathématiques, notions de distance ou des choses comme ça, pour lesquelles la géométrie va servir. Il y a une grosse branche des phénomènes mathématiques qui concerne la description de l'évolution, la prédiction de ce qui va arriver, et dans laquelle on doit se faire une représentation de choses en évolution, de choses en mouvement. Et se pose la question de savoir comment on décrit quelque chose qui est en mouvement. Avec l'espace, il y a la question de où on est, comment repérer la position, comment repérer l'état à un certain instant. Dès qu'on passe à l'évolution, il y a la question de comment repérer quelque chose qui est en mouvement. Ça peut être un objet qui va se diriger, ça peut être un ensemble d'objets, ça peut être un fluide qu'on va agiter, et c'est une branche énorme en mathématiques et en physique, la représentation, la mécanique des fluides, et savoir comment se représenter un ensemble de particules, de molécules qui s'agitent dans un fluide, ou les particules autour de nous, ou de manière générale tout ce qui nous constitue. Il y a pour le coup plusieurs solutions à cette question-là et deux points de vue majeurs qu'on retrouve. L'un qui consiste à suivre le mouvement, et pour cela il faut choisir, comme si vous avez une molécule, vous mettez à cheval pas sur une molécule mais sur le vent, vous allez vous laisser porter par le vent, et aller évoluer en même temps que le fluide, avec une vision qui va évoluer au fur et à mesure, une position qui va évoluer au fur et à mesure. Vous verrez le fluide autour de vous et vous allez voir que, par exemple, le fluide a tendance à déformer les distances entre les différents éléments qu'il constitue dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est le point de vue qu'on appelle le point de vue lagrangien. Autre point de vue radicalement différent, vous fixez votre position, vous vous accrochez et puis vous mesurez le vent, le déplacement des particules à l'endroit où vous êtes. Et ça, on appelle ça le point de vue eulérien. Toute la mécanique des fluides est construite sur un choix entre ces deux notions, et parfois on peut passer de l'une à l'autre. Soit on suit les particules, soit on se fixe en un endroit de l'espace. Évidemment, fixer un endroit de l'espace, ça demande un formalisme dans lequel il existe un point fixe. Ça peut poser de graves problèmes des fois dans un contexte de relativité générale par exemple, mais il y a cette notion, cette nuance sur représentation lagrangienne ou eulérienne qu'on retrouve même dans ce cadre-là. Et c'est pareil au niveau de l'intuition. Quand on pense à un fluide, on peut y penser soit comme un ensemble de trajectoires, ce qui nous intéresse c'est de suivre les particules, soit qu'un ensemble de champs de vitesse. Et ce qui va nous intéresser, c'est le déplacement à chaque fois instantané.
Et ces deux notions mènent à des branches mathématiques qui sont complémentaires et qui ont contribué largement au développement de différentes de champs entiers en physique, en mathématiques. J'aimerais, on va donner la parole au public, il y a sûrement des questions à discuter, mais j'aimerais qu'on parle d'un dernier point avant de le faire, c'est la notion d'erreur. Puisqu'on parle là des idées justes et on nettoie l'histoire des mathématiques, mais est-ce que vous avez tous les deux, à ce stade, des exemples où votre perception de l'espace était erronée, ou vous avez une erreur à confesser dans la conception d'un bâtiment? Qu'est-ce qu'on peut dire des idées fausses? C'est la colle, là. Ou peut-être on ne veut pas en parler. Hein. Je crois que nous avons tous des idées fausses à un moment. Ça dépend ce qu'on appelle une erreur. Mais bon, dessiner un endroit où tous les gens se perdent, c'est une erreur. Bon, voilà. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Alors ça arrive pas, est-ce que ça m'est arrivé vraiment sous cette forme-là? Peut-être pas aussi catégoriquement que ça. Mais il y a aussi des erreurs qui sont par rapport à votre volonté. Vous voulez, par exemple, c'est compliqué pour nous de tracer. On essaie moi en tout cas, j'essaie de tracer des courbes continues. Alors continu, ça veut dire quoi dans l'espace? Ça veut dire dans le plan, c'est enfin continu, c'est continu. Je veux dire, mais que les tangentes varient de manière continue, que les courbures varient de manière continue aussi. Enfin, voilà, qu'elles soient régulières dans leur variation. Et là, alors pour le coup, on est en plein dans la perspective. Parce que moi, je me rappelle toujours, j'ai vu ça dans ma jeunesse, dans les lignes de tramway sur le boulevard à Bordeaux. Hein, quand on est en train de descendre comme ça dans la ligne de tramway, un peu de biais, eh ben, il y a un point de rebroussement. Hein, cette ligne qui, pourtant, quand on se met sur le côté, est bien courbe, bien propre, bien mignonne. Hein, quand on la prend comme ça, elle fait un point de rebroussement. Théorie des singularités. La courbe peut être très lisse dans l'espace, effectivement. Quand on la regarde, on ferme un œil, on regarde juste la projection. Quand on est ingénieur dans les routes, on a par exemple un truc qui s'appelle les pertes de profil. Quand on combine certaines courbures avec la route à une certaine largeur, ça disparaît et on la retrouve et on la voit derrière ou décalée avec une largeur plus faible, ce qui est extrêmement mauvais pour les automobilistes. Donc là, c'est des erreurs de tracé puisque ça ne permet pas de bien conduire, quoi. Voilà, ça perturbe l'utilisateur. Et ça, c'est, je dirais, avec maintenant qu'on a des ordinateurs, on les fait plus trop. Encore qu'il faut demander à l'ordinateur de regarder au bon endroit. Alors Cédric, pas d'erreur à confesser ou d'expérience de l'erreur chez les autres, évidemment. Nous, on en fait sans arrêt des erreurs. On est habitué, même les mathématiciens se vantent de faire le raisonnement juste sur des figures fausses. Et donc, les erreurs sont partout là. C'est normal. Erreur dans la représentation, erreur dans l'intuition. Tout ce qui compte à la fin, c'est que le raisonnement soit juste. Alors, il y a une erreur dans l'intuition, il y a des erreurs dans l'intuition, ça on sait. Il y a aussi souvent des stades intermédiaires, bien sûr, où c'est bourré d'erreurs. Je l'ai décrit tant et plus dans Théorème vivant. Hein, ça vous montre comment accumuler les erreurs jusqu'à arriver au résultat juste. Au bout de combien d'erreurs on arrive à un résultat juste? L'écriture aussi, l'écriture avec un grand E, il y a l'erreur heureuse. Hein, moi, je sais qu'une ou deux fois, j'ai eu des intuitions magnifiques, complètement fausses, et qui m'ont conduit à des résultats intéressants parce que ça m'avait fait dévier de la routine. Pour l'expérimentateur que je suis, c'est exactement comme ça. On crée une expérience qui teste quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait prévu au départ, mais qui conduit, si on est un petit peu préparé, à un résultat nouveau. Mais sinon, il n'y aurait pas de nouveauté, évidemment, dans l'expérience. Donc ça m'est arrivé très souvent, moi, personnellement. Mais évidemment, il faut pouvoir reconnaître que dans l'erreur, il y a le germe de quelque chose d'intéressant. Ça, c'est peut-être ça qui est le... Je pratique, moi, le dessin à la main plus qu'à la machine. Et je dis aux jeunes architectes qu'il faut qu'ils le pratiquent parce que la main fait des erreurs.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est que alors de temps en temps, elle va plus vite que la tête et elle fait des choses mieux que ce qu'on lui aurait demandé de faire. Et d'autres fois, elle fait des vraies conneries. Mais en regardant cette connerie, on voit quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Tandis qu'avec l'ordinateur, qui est un instrument sublime, mais il ne fait que ce qu'on lui demande. Il faudrait inventer l'ordinateur qui fait des erreurs non programmées. J'ai prévu. C'est prévu. Oui, à mesure que l'ordinateur va imiter le cerveau humain, il va faire de plus en plus d'erreurs, ça c'est certain. Bon, on va peut-être maintenant ouvrir cette discussion à ceux d'entre vous qui ont des questions à poser. Qui souhaite poser une question? Monsieur, peut-être. Est-ce qu'on a un micro? Oui, je vais faire circuler le micro, donc vous levez la main. Il y a un monsieur là. Alors, je vous laisse aussi diriger les questions. Merci. C'était une discussion savante qui m'est passée un petit peu au-dessus du cerveau. Mais les dernières minutes, vous avez parlé d'erreurs. Et tout d'un coup m'est venue à l'idée, est-ce que c'est une invention à moi? J'en sais rien, arrêtez-moi si c'est le cas. Il me semble, il y a quelques années, avoir entendu parler d'une structure à l'aéroport Charles de Gaulle qui s'est soit fissurée, soit même écroulée. Et je me suis dit en moi-même, mais c'est pas possible à notre époque, avec des super architectes, des matériaux de pointe. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que si vous voulez, je fantasme ou c'est vrai? Non, vous fantasmez pas. C'est tombé, il a même tué 3 personnes. Bon, donc je ne connais pas de choc plus violent pour un auteur, architecte, qui en plus est un scientifique de formation, que d'avoir fait un bâtiment qui tue des gens. Bon, voilà, c'est pas bien. Ça vous choque, ça vous marque. Alors, maintenant, je vais vous expliquer. Comme tous les désastres, il y a toujours 2 ou 3 causes. Une ne suffirait pas, on la repérerait. Hein, cette voûte, quand on la calcule globalement, elle n'a que de la compression. Et elle la supporte, elle s'auto-supporte et toutes les forces sont dans le sens de la matière tangente. On obtient ça en couplant une voûte de béton avec des arcs métalliques qui bandent la surface, l'empêchent de s'ouvrir et reportent des forces perpendiculaires dessus. Quand la répartition s'est faite, tout est bien, mais quand les pièces métalliques viennent percuter le béton, là, il y a une concentration de force. Il faut vérifier qu'à cet endroit-là, on ne passe pas à travers la biscotte. Cette vérification n'a pas été faite. Et en plus, il y a eu en plus des erreurs de positionnement. Donc, bon, si vous voulez, c'est la même chose que, vous savez, le télescope, je ne sais quoi, il est parti dans l'espace, il ne voyait plus rien, parce qu'un type avait confondu les pouces et les inches. Et vous dites comment c'est possible qu'avec tous les systèmes de contrôle qu'on peut avoir pour des trucs qui valent des milliards, on confonde les pouces et les inches. Parce que c'est tellement bête et tellement con et que vous ne l'avez pas sur votre checklist, ça, le fait « je n'ai pas vérifié ça ». Vous ne l'avez pas. Voilà. C'est comme ça. Et si vous prenez tous les accidents, c'est toujours quelque chose de ce genre. 2 ou 3 causes qui s'en mêlent, hein, une très grave et d'autres adjacentes, et un truc qui passe à travers tous les systèmes de vérification parce qu'ils sont sophistiqués. C'est pour ça d'ailleurs qu'au pilote, on dit que vous prenez votre checklist au complet, toujours, quoi qu'il arrive, vous ne dites pas oui, non mais ça, je sais que ça marche. Hein, il faut faire des checklists systématiques, bêtes, cons, méchantes. Voilà, c'est tout. Voilà, on va prendre une question ici. Merci à tous les 3. J'ai une question qui s'adresse plutôt peut-être à Stanislas Dehaene. Est-il vrai que les cartes graphiques du cerveau se construisent dès le plus jeune âge, in utero, dans le cerveau des
des tout petits et se complètent après la maturation de la macula, pour un espace plus lointain. Et si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Alors oui, une très grande part du cerveau de l'enfant se construit in utero. La plupart, les neurones se mettent à migrer, je crois, vers 5 mois et demi, 6 mois de grossesse. Les neurones doivent atteindre leur destination. C'est un processus assez complexe. Ils se multiplient et ils migrent. À l'exposition cerveau, il y a de belles animations d'ailleurs de ce processus. On voit bien. Et les neurones pyramidaux, excitateurs, grimpent littéralement le long de cordes qui sont faites de cellules gliales, et les neurones inhibiteurs ils sont comme un flot perpendiculaire d'ailleurs qui vient remplir les espaces entre ces neurones pyramidaux. C'est un processus de construction extraordinaire d'ailleurs pour un architecte. C'est concevoir un bâtiment qui se construirait lui-même. Il faut que tous les éléments aillent tout seuls à leur place. Ben, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Alors ça, ce serait extraordinaire. Hein. Peut-être ça viendra un jour avec des bâtiments intelligents ou quelque chose comme ça, mais c'est ce qui se passe tous les jours dans le cerveau. Alors évidemment, à la naissance, il n'est pas complètement construit. Il va encore avoir beaucoup de structures qui vont se mettre en place, et en particulier, il va y avoir quand même une internalisation d'éléments du monde extérieur. Mais même dans les cartes visuelles dont vous parlez, un certain nombre de ces cartes se mettent en place par auto-organisation. Par exemple, il y a des vagues d'activité dans la rétine qui organisent le cortex visuel. Donc c'est le cerveau qui tourne sur lui-même. La rétine, c'est un bout de cerveau, et le cerveau tourne sur lui-même pour former ses propres cartes. Voilà. Donc une très grande part de ces structures dont on parle, et probablement ces fameux hexagones des cellules de grille, se forment spontanément, par auto-organisation. Voilà. Et ça, c'est dans la bande dessinée que tu as publiée récemment, l'un des héros, c'est Alan Turing, qui a été un des premiers mathématiciens à comprendre qu'il pouvait y avoir des systèmes d'équations extrêmement simples qui allaient créer des structures très complexes, comme ça, par exemple des hexagones ou les rayures du zèbre, etc. Le problème de la morphogénèse, la genèse des formes sans que les formes soient préinscrites dans le programme. Donc ça se passe tous les jours dans notre cerveau. Voilà. Ah, les mouvements du bébé lui-même, alors ça, je ne sais pas si on le sait, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire, il y a une activité spontanée du cerveau. Ça, c'est une autre chose qui n'est pas toujours facile à comprendre. Le cerveau n'est pas en train d'attendre de recevoir des stimuli du monde extérieur. On a une vision souvent très réductrice de ce que fait le cerveau, une sorte de réflexe. Ça vient de Descartes, ça vient de Pavlov, mais ce n'est pas du tout la vision juste du cerveau. In utero, le cerveau est déjà en train de créer ses propres patrons d'activité, et évidemment, les coups de pied du bébé sont le reflet de cette activité qui est désordonnée, mais qui probablement renvoie des signaux en retour et permet d'organiser les cartes du corps, par exemple. C'est une hypothèse qu'on peut faire. Donc les cartes de la rétine, les cartes du corps se mettent en place parce que le cerveau, en interaction avec le corps, délimite ses propres frontières. Voilà une question ici sur votre gauche. Oui, bonjour, c'est une question pour M. Villani. Vous avez beaucoup parlé de l'espace d'Euclide, de l'espace de Riemann. Ce sont des espaces de variables. Alors, je voudrais vous demander de parler un peu des espaces de fonctions, notamment de l'espace de Hilbert, généralisé, son utilité en physique, et aussi de la notion de la distance dans l'espace de Hilbert généralisé. Merci. Le tout accessible à un enfant de 5 ans, évidemment. Oui. Une fonction, c'est comme un signal. C'est quelque chose qui varie au cours du temps, par exemple, ou en fonction d'un paramètre. Ça peut prendre à peu près n'importe quelle forme. Je trace une fonction avec ma main, là, qui pourrait être la variation de la température au cours de la journée. Et je suis entièrement libre de la tracer comme je veux, sans passer par des endroits prédéfinis. Donc c'est qu'il y a une infinité de paramètres pour décrire cette fonction. Même si elle est continue, il me faut une infinité de paramètres pour la décrire. Et donc si je veux représenter cette fonction de manière géométrique, disons comme un point dans une géométrie, il faut que cette géométrie ait une infinité de dimensions. Tout simplement parce qu'il y a une infinité de degrés de liberté. Espace de Hilbert,
C'est une géométrie avec une infinité de dimensions, dans laquelle on va donc définir un point par une infinité de coordonnées, une suite, première, deuxième, troisième, etc., une infinité de coordonnées, et un produit scalaire avec la même formule que celle qu'on apprend à l'école, sauf qu'au lieu d'additionner les produits des coordonnées, comme on fait au collège, première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée, ben on répète le processus pour toutes les coordonnées jusqu'à l'infini. Ça, c'est un espace de Hilbert. Et dedans, on peut faire une géométrie qui est proche de celle d'Euclide par certains côtés et qui en est loin par d'autres côtés. Parce que la notion de ce que c'est qu'un ensemble petit, en grande dimension, elle peut être très subtile. En dimension infinie, elle peut être très subtile. Parce que la notion de ce que c'est qu'être proche, ça fera intervenir une infinité de coordonnées. Parce que pour savoir si quelque chose a une limite, pareil, il faudra regarder une infinité de coordonnées et ainsi de suite. Ça, ce sont les espaces de Hilbert. Ils ont joué un rôle majeur en physique, formalisé de manière géométrique. Ils ont joué un rôle majeur dans la formalisation de la mécanique quantique, mais pas seulement. C'est une notion très féconde. En revanche, il est rare que l'on parle de géométrie courbée de dimension infinie. D'habitude, soit on courbe une géométrie de dimension finie, soit on prend une géométrie plate, comme Euclide, et on la généralise en dimension infinie, mais on ne fait pas les deux à la fois. C'est une direction de recherche qui est difficile et ne donne pas tant de résultats que ça. On considère souvent que ça n'en vaut pas la peine. Alors Cédric, je voudrais rebondir là-dessus parce que je pense que les neurosciences vont peut-être avoir besoin des mathématiciens là, parce que il y a des théories qui sont en train d'émerger dans la notion de codage dans le cerveau, qui font appel à des espaces de dimension très grandes mais finis. L'idée, c'est très simple, c'est qu'on a dans la tête, peut-être dans le cortex, 16 milliards de neurones, et chacun de ces neurones donne un degré de liberté. Il peut décharger ou pas, oui. Peut-être il peut avoir un taux de décharge variable. Et donc il agit comme une petite variable, et le cerveau code les objets dans un espace peut-être à 16 milliards de dimensions. Et il y a des résultats très beaux qui sont en train d'émerger à la frontière entre neurosciences et informatique. Par exemple, si on pense qu'un mot c'est un vecteur dans cet espace. Eh bien, on peut trouver des manières concrètes de représenter les mots par des vecteurs. Et il y a maintenant des résultats de machine learning qui montrent qu'on peut trouver des manières d'associer un vecteur au mot roi, par exemple, et au mot reine, de telle sorte que, évidemment, comme ce sont des vecteurs, on peut calculer la différence de ces deux vecteurs. Il y a une différence entre roi et reine, qui est aussi un vecteur. Et si on prend ce vecteur, différence entre roi et reine, et qu'on l'ajoute au vecteur pour le mot homme, on atterrit sur le vecteur pour le mot femme. Autrement dit, une sorte de calcul vectoriel du sens des mots. Et ça, ce sont des choses qui sont utilisées actuellement dans certains algorithmes informatiques. Mais on a peut-être besoin d'une sorte de mathématique des espaces vectoriels à vraiment beaucoup de dimensions, et la manière dont ils pourraient coder pour des objets du monde extérieur ou des mots ou des concepts. Et peut-être que chacun de nos concepts mathématiques, y compris les concepts de vecteurs, sont codés eux-mêmes par des vecteurs. On sait qu'on peut approcher n'importe quelle géométrie par une représentation en grande dimension, et il est certain que l'analyse en grande dimension, comme on dit, se développe très vite ces dernières années, en partie pour des motivations liées à l'apprentissage machine, ou de manière plus générale l'intelligence artificielle. Il y a tout un domaine qui se développe là. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore une question ? Oui, on va en prendre une ici. Bonjour. Je trouve qu'on a oublié de parler de l'arbre, parce que l'arbre, il est bien aussi dans l'espace et il monte tout droit vers le ciel. Donc il ne penche jamais à droite, à gauche, au milieu, il va bien tout droit. Donc on parlait de la fourmi où on disait elle a un petit cerveau qui se dirige. Finalement, est-ce que c'est vraiment son cerveau qui la dirige? Mais pour l'arbre, où est son cerveau finalement? Je sais pas. Moi, je pense que son cerveau, c'est le méristème.
hein, c'est-à-dire ces endroits des cellules qui sont encore très polyvalentes, hein, et qui sont certainement sensibles particulièrement à la lumière et à la gravité sans doute aussi, qui fait que l'arbre... Alors la lumière, ça veut dire que l'arbre se répartit, et la gravité, ça veut dire qu'il monte plutôt tout droit, sauf dans les pays avant. Mais je crois que c'est ça, c'est ce bout de cellules polyvalentes du méristène qui fait que ça fonctionne. J'avoue mon ignorance totale des processus de croissance de l'arbre. Je crois qu'il y a une belle géométrie maintenant de la croissance des plantes, n'est-ce pas? Il y a des travaux sur la manière dont les pétales de fleurs se développent, et parfois sont parfaitement plans, parfois sont courbés. Tu veux en dire un mot? Il y a des travaux là-dessus. Il y a des travaux sur l'organisation et l'orientation des différents pétales. Il y a aussi des travaux sur la description et la modélisation de la croissance d'un arbre. Le truc est délicat. Je ne le connais pas suffisamment pour dire quelque chose d'intelligent là-dessus, mais ça fait effectivement partie des directions délicates qui sont liées au problème dont on parlait tout à l'heure. Avant même la morphogénèse, il y a la question de la description des structures qui évoluent. Et elle peut être très subtile. Ce qui est sûr, c'est que dans les plantes, là, le nombre d'or s'introduit naturellement. Il y a entre les on prend une pomme de pin, il y a des hélices dans un sens, des hélices dans l'autre, et ces deux nombres qui se suivent dans la suite de Fibonacci. Oui. Toujours. Oui. Les tournesols, pareil. Les feuilles qui se développent sur un, pareil. Et il y a une espèce de démonstration que j'ai lue et parfaitement oubliée, qui est liée à des facteurs physiques. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une question purement physique, pas du tout organique. Est-ce qu'il y a du nombre d'or dans vos bâtiments? Vous l'injectez volontairement, involontairement, même pas inconsciemment? Non, c'est pas nécessaire. On peut faire un bâtiment beau avec d'autres géométries, d'autres objets que le nombre d'or. Le nombre d'or, bon, c'est une curiosité mathématique. C'est le rapport du grand morceau à l'ensemble est égal au rapport du petit morceau au gros morceau quand on coupe un segment. Bon, alors c'est ce qu'un professeur de la Sorbonne a résolu pour notre bon Le Corbusier. Mais enfin, je veux dire que ça ne vous amène pas ça ne vous amène pas des bonheurs particuliers, quoi. C'est pas le seul bonheur. Moi, j'adore le nombre d'or. Quand j'ai eu 14 ans, on m'a offert un bouquin sur le nombre d'or. J'ai potassé, j'ai cherché dans tous les sens où était le nombre d'or. Peut-être un peu trop d'ailleurs, mais je suis d'accord que ce n'est probablement pas la seule manière de faire des belles choses. On est quand même sensible à cette espèce d'harmonie quand on voit la spirale issue du nombre d'or. Le fait que tout ça s'enchasse parfaitement et qu'on comprenne que ça peut aller à l'infini, que ça va toujours continuer, il y a quand même une forme de beauté là-dedans, non? Oui, mais vous voyez, moi, je pense dans la nature, il y a d'abord la suite de Fibonacci et puis elle conduit au nombre d'or, quoi. Je pense que c'est comme ça que les choses se présentent. Et puis après, on est toujours fasciné par une figure géométrique. Moi, j'ai fait un dôme au Japon dans lequel, pour des raisons constructives, on voulait qu'il y ait une série de surfaces plates qui sont pas des carrés. Et on peut faire ça. Alors, si vous allez sur le net, ils vous disent que c'est des fenêtres de Viviani, mais c'est faux, ça. C'est pas des fenêtres de Viviani, parce que les fenêtres de Viviani, c'est des orthodromes, comment ça s'appelle, les lignes qui coupent sous un angle égal, là. Orthodromie. Hein? Oui. Donc, c'est des courbes qui, dans la sphère, s'enroulent autour du... Et là, vous avez la sphère, vous pouvez la couvrir de carrés qui ont de figures à quatre côtés, qui ont deux angles droits et deux angles dont l'un est plus grand et l'autre plus petit et dont les côtés varient et qui sont plats, absolument plats. Donc pour un constructeur, c'est parfait.
Oui, c'est magique. C'est les loxodromies, voilà. Sur la sphère. Et quand vous dessinez ça, c'est effectivement très, très, très beau. Et je ne pense pas qu'il y ait du nombre d'or. J'en suis pas certain, mais je ne pense pas. Mais il y a la beauté des maths, de façon plus générale. Et c'est une question qui me taraude un petit peu. Donc, vous êtes mathématicien, quand même, au tout départ, vous êtes polytechnicien. Est-ce qu'on pourrait être architecte sans être mathématicien aujourd'hui? Oui, oui. Oui, bien sûr. Non, mais moi, si vous voulez, moi j'ai comme ça un amour des courbes qui ont une équation, quoi. Parce que donc le grand théâtre, c'est une super ellipse de Lamé. Bon, en plus, je trouve que c'est chic de pouvoir dire ça. Hein, c'est d'un chic. Parce que super ellipse, ça peut même le truc de Lamé. Surtout que ça rétablit les choses. Tous ces anglo-saxons ne voleront pas la super ellipse. Hein. C'est Lamé qui nous l'a faite. Bon, mais moi j'aime beaucoup ça parce que mais de fait maintenant avec ce fameux calcul paramétrique, la projetation paramétrique, on fait à peu près n'importe quoi. Et l'ordinateur fait qu'il est plus simple, par exemple, les courbes de, comment ça s'appelle, c'est de Bézier, ou je ne me rappelle plus lequel, hein. Ces courbes-là qui se définissent par un point de tangente et une certaine, sont les mieux placées pour coder les formes des lettres. C'est beaucoup plus rapide de les définir comme ça et de les faire avaler comme ça à l'ordinateur, les polices de lettres, que de les faire avaler par des bouts de cercle et des bouts de droite. Donc maintenant, le drame de ces calculs faits par les architectes comme ça, c'est qu'ils ne contrôlent pas le programme qu'ils utilisent. Ils l'utilisent comme ça. Donc moi, je pense que ça mène aussi à un certain académisme à la fin des formes. Hein, même s'il est difficile à discerner, hein, on va finir par avoir... Si on utilise tous le même programme, on va avoir des formes qui se reproduisent un peu toujours les mêmes. Et ces croyants gagner une grande liberté, on se remet des fers aux pieds, quoi. Une autre question? Bonsoir. En fait, je crois que vous venez quasiment de répondre à ma question. Les formes qui nous fascinent naturellement, instinctivement, peut être celle de l'arbre, des formes complexes. Ça peut être la Voie lactée ou des nuages, des constellations qu'on imagine dans les étoiles. Et pourtant, dans notre quotidien, les formes que l'on crée, en tout cas nos artefacts, ça va être souvent des bâtiments très carrés, des paysages urbains finalement aux formes assez pauvres. On écrit sur des plans, sur des lignes bien parallèles et toujours dans le même sens. Est-ce que et puis les constructions humaines, par exemple une ville qui s'est construite sur le temps long comme Paris, aboutit à des formes assez chaotiques et sont finalement bien plus agréables à la promenade qu'une ville nouvelle et toute carrée. Donc est-ce que nos artefacts n'appauvrissent pas notre rapport à l'espace aujourd'hui? Je ne sais pas, on peut tous répondre à cette question-là. Si, sûrement. Enfin, comment dire? Il y a d'abord la facilité. C'est vrai que c'est plus facile de faire des surfaces plates, rectangulaires ou triangulaires. Mais il y a en même temps, quand on dessine un bâtiment, si vous voulez, entre la construction et l'architecture, je pense que ce qui fait l'architecture, c'est un certain rapport de l'espace pensé et de l'espace construit raisonnablement. Je pense qu'il y a un degré, comment dirais-je, je ne sais jamais expliquer ça clairement, mais c'est très confus dans ma tête. Mais je pense que il y a l'espace dans lequel vous concevez les bâtiments et que vous faites de la construction. Bon, c'est droit, c'est court, mais c'est raisonnable. Et puis il y a ce que vous en pensez quand vous vivez dedans. Ce que ça émeut en vous, et ça travaille dans un autre espace.
Et l'architecture a affaire avec, non pas simplement cet espace des émotions, mais la relation de cet espace des émotions avec l'espace construit. Mais ne me demandez pas comment est fait l'espace des émotions, j'en sais rien. Peut-être mon voisin de droite va immédiatement vous le dire, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux dire ça. Il y a évidemment des gens qui conçoivent les émotions dans un espace à 6 grandes dimensions ou 3 grandes dimensions, mais ça n'a pas une valeur extrêmement forte dans ce domaine, je ne crois pas. Par contre, j'espère effectivement que grâce aux outils des mathématiques, on n'est pas coincé justement dans un espace trop réducteur. Et je sais qu'il y a des gens qui créent actuellement, par exemple, à l'aide aussi de l'ordinateur, à l'aide des équations de Turing dont on parlait tout à l'heure, et on peut acheter par exemple des bijoux qui sont absolument uniques au monde, parce que chacun d'entre eux est généré par une équation de Turing, un peu comme une branche de corail, et le bijou reproduit les équations, mais avec suffisamment de diversité pour que chacun ait un bijou unique. Donc j'espère que peut-être l'architecture, la grande architecture en tout cas, est capable de s'élever dans des espaces uniques où chaque bâtiment est unique finalement. Maintenant, c'est vrai que la standardisation de la construction dans l'architecture de tous les jours nous donne l'impression que les bâtiments qui nous entourent sont souvent d'une monotonie incroyable. Mais je ne sais pas si j'ai raison de l'attribuer plus au processus de construction qui fait que les mêmes moules sont utilisés, les mêmes mesures sont utilisées partout, plutôt qu'à l'architecte lui-même. Je sais pas, si vous voulez. Il y a un certain nombre de raisons qui sont simples, quoi. Qui sont la gravité, elle est toujours dans le même sens, que on peut se débrouiller comme on voudra. Et de l'eau au repos fait un pseudo-plan qui lui est perpendiculaire. Bon, et finalement, quand on met un meuble sur une surface penchée et qu'il a tendance à tomber ou à se déplacer. Bon. Donc, je veux dire qu'il y a quand même dans la vie pratique beaucoup de choses qui font que ça devient très compliqué. Hein. Mon ami Claude Parent, comme ça, et c'est un grand dévot de l'architecture penchée, inclinée. Mais il avait une maison comme ça, mais c'était pas une maison facile à vivre, je vous garantis, quoi. Hein, bon, lui, il était dogmatique, alors il y vivait, quoi. Mais rien que dans sa salle à manger, il trônait en haut avec, en général, deux jolies filles à côté. Et puis ensuite, comme il y avait une pente, on mangeait en le regardant d'en bas, quoi. Bon, alors, il en tirait certainement des bénéfices, mais... mais, vous voyez, c'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple. Mais c'est vrai en même temps que les cheminements... Moi, j'aime beaucoup faire des cours parce que je trouve que les cheminements courts sont plus agréables et sont plus... Alors maintenant aussi, il y a des limites à tout. Vous voyez, moi, mes étudiants chinois en architecture, ils veulent toujours faire des surfaces, comment ça s'appelle, de Möbius, là. Donc ils sont convaincus que si le sol devient un plafond, c'est Möbius. Et donc ça, c'est pas Möbius. J'essaie de leur expliquer que ça, c'est typiquement un cylindre, ça. Hein, vous arrondissez bien les angles, c'est un cylindre. Donc on est toujours dans le cylindre et on n'en est pas sorti, quoi. Hein, et j'ai pas. Alors, mais ils me disent, mais l'architecte allemand qui a fait ça a dit qu'il a fait une bande de Möbius. Je lui dis, c'est tous des menteurs. Habiter sur un anneau de Möbius, ce serait particulièrement désagréable. Mais, sauf pour les fourmis, dans le dessin d'Escher, les fourmis habitent sur l'anneau de Möbius et elles tiennent des deux côtés. Mais... Moi, je ne sais pas. Voilà, Möbius, non. Hein. Ni la bouteille de Klein, ni tout ça, je veux pas. Une autre question. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question pour M. Stanislas Dehaene. Est-ce que le cerveau d'un architecte et celui d'un mathématicien
s'encabler de la même manière. Autrement dit, est-ce que les activités intellectuelles et professionnelles influent sur l'architecture du cerveau? C'est pas tout à fait la même question, évidemment, mais donc on a tous plus ou moins le même cerveau. On a des circuits assez semblables d'une personne à l'autre, avec des changements probablement dans la taille du nerf à l'autre et dans la densité des connexions du nerf à l'autre, avec peut-être certaines connexions qui manquent à certains, sans préjugés. Mais non, en général, on a à peu près la même structure chez tout le monde. Et alors, on n'a pas scanné d'architecte encore. Voilà, ça manque à notre tableau de chasse. Mais on... Voilà. On a scanné récemment des mathématiciens. Je peux vous donner donc une réponse partielle et intéressante. C'est tout récent. Ce n'est pas des travaux non publiés encore. On a scanné des mathématiciens et on n'a pas eu des mathématiciens avec des médailles Fields. Je regrette beaucoup. Lisant des formules, n'est-ce pas? Alors oui, lisant des formules et puis aussi résolvant des questions difficiles. Donc on leur posait une question sous la forme auditive et ils devaient y réfléchir pendant quelques secondes et décider si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Et on a mesuré l'activité cérébrale pendant qu'ils faisaient cette opération-là. Et on a comparé avec des situations similaires où les gens entendaient des problèmes sous une forme verbale à nouveau, mais des questions de connaissances non mathématiques. Des questions historiques ou des questions de culture générale, disons. Et alors, les réseaux sont complètement différents. Et il y a clairement un réseau de la réflexion mathématique qui est très reproductible d'un individu à l'autre, qui est très reproductible à travers tous les domaines des mathématiques. C'est peut-être le plus intéressant, ça. Que ce soit de la géométrie, de la topologie, de l'analyse, ce sont les mêmes réseaux, à très peu de différences près. Peut-être que les mathématiques sont trop imbriquées, c'est presque difficile de trier les problèmes, de dire celui-ci est un problème d'analyse et celui-ci est un problème de géométrie. Mais quand on essaye de le faire, en tout cas, on tombe toujours sur ce même réseau qui, de façon intéressante, est aussi un réseau qui se recouvre avec celui du calcul mental et celui de la reconnaissance des nombres, de la réflexion sur les nombres. Donc, il y a effectivement quelque chose de commun, une espèce de noyau commun de géométrie, de réflexion sur les nombres, qui se recouvre très fortement. Et ce qu'on a vu, c'est que ce réseau est effectivement développé, augmenté, et en particulier se met à répondre à des formules mathématiques, donc à une notation écrite chez les mathématiciens, plus que évidemment chez les personnes qui n'ont pas appris de mathématiques. Donc c'est compatible avec cette idée d'un recyclage et d'un enrichissement de circuits qui sont présents chez tout le monde, qui sont présents chez le petit enfant, mais qu'on va pouvoir réorienter, augmenter. Donc le potentiel va augmenter parce qu'on s'en sert énormément et qu'on probablement on différencie les codes qui sont disponibles dans ce réseau. Donc on a à peu près le même nombre de neurones au départ à l'arrivée, mais ces neurones vont avoir un code beaucoup plus différencié qui permet de coder beaucoup plus d'objets. Et entre quelqu'un qui fait un calcul et quelqu'un qui lit une formule, est-ce qu'on voit la différence? On voit la différence dans un surcroît d'activité des aires pariétales et frontales. Une espèce de dialogue avec le cortex frontal qui est en quelque sorte un chef d'orchestre. On ne sait pas très bien comment exactement, mais il va appeler au bon moment les bonnes activations et les organiser dans le temps probablement. Donc oui, et on voit d'ailleurs, selon le calcul qui est fait, on peut voir aussi des petites différences. Ce n'est pas comme s'il n'y avait aucune différence. Donc une soustraction ne fait pas appel exactement au même réseau qu'une multiplication, par exemple. Mais il y a vraiment un grand réseau commun à tout ça. Et on ne peut pas dire que nous ne le comprenons complètement du tout. On ne sait pas très bien ce qui permet à ce réseau d'être un réseau mathématique et à cet autre réseau d'être un réseau linguistique. Oui, je n'ai pas dit une chose, c'est qu'il y a une très grande différence entre le réseau du langage et le réseau que l'on voit activé pour les mathématiques. Ce ne sont pas du tout les mêmes aires cérébrales qui sont impliquées. Donc le sens de l'espace et le sens du langage sont probablement des choses très différentes les unes des autres. Oui, ben ça brise une de mes intuitions que j'avais, que même en mathématiques, quand on a réussi à nommer les choses, le problème est presque résolu. Quand on a nommé le problème. C'était mais moi, je dis... justement la controverse entre Gauss et un de ses collègues
Il y avait le collègue qui dit ce problème, on n'arrivera jamais à le résoudre parce qu'on ne pourra jamais trouver de bonne notation pour ça. Et Gauss lui montre sur le champ comme quoi on peut trouver une notation et une façon de le résoudre en disant en gros, la notation, on s'en fout. C'est pas entièrement vrai. Non, mais moi je voyais voyais des pas, fois le bon concept oui, le bon concept vient changer les choses. Mais c'est pas suffisant et surtout c'est une vision du point de vue cognitif erronée que de penser à la mathématique comme à un langage. Oui, non, mais je voudrais préciser ce que je veux dire. Je veux dire que moi, je me suis convaincu à un certain moment que le travail que je devais faire, mais je pense que pour les autres, c'est pareil, c'était un rapport sur l'énoncé et pas sur la solution. Que si j'énonce bien la question, la solution vient. Alors nommer, je dirais énoncer plutôt, pardon. Vrai que, au lieu de nommer, énoncer. Ça, c'est vrai que trouver la question est une étape fondamentale dans la résolution du problème. Ça, c'est vrai et qu'il ne faut pas le négliger. Ça peut prendre des mois de trouver quelle est la bonne question quand vous êtes un chercheur. Et moi, je sais que n'ayant fait des mathématiques à un niveau subalterne, on m'a beaucoup demandé de résoudre des problèmes. Jamais de me travailler sur l'énoncé. Et j'ai eu beaucoup de mal à agir au début de mes études d'architecte et ensuite comme architecte, parce que, effectivement, je résolvais des problèmes, alors que j'aurais dû les énoncer. Je me souviens très bien, en tout cas, de problèmes mathématiques où on m'avait parfaitement expliqué la notation, parfaitement expliqué les fondements, les axiomes. D'ailleurs, une génération où on a beaucoup imposé une axiomatique, et ça ne suffisait pas du tout. Ça ne permettait pas de comprendre, ça ne suffisait pas pour comprendre. Je me souviens très très bien déjà un épisode fondateur quand j'étais en colle de mathématiques, en maths sup, on nous avait enseigné la connexité. Et alors il y a une définition de ce que c'est que des objets connexes qui passe par une définition topologique qui dit que deux objets ne sont pas connexes quand on peut les recouvrir par un ensemble d'ouverts disjoints, je crois. Quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très bien, j'ai un peu oublié. Mais en tout cas, il y a une définition un peu formelle comme ça, que je savais par cœur à l'époque. Je suis un peu déçu de voir que je ne m'en souviens plus exactement. En tout cas, je savais réciter la définition, mais j'étais parfaitement scotché devant mon exercice de mathématiques. Et le colleur, au bout de 25 minutes, m'a dit « Mais vous séchez, mais c'est un problème très simple. Et alors, c'est juste la connexité. » Je lui ai dit « D'accord, oui, la connexité, je peux vous réciter la définition. » Et il me dit « Non, mais c'est pas du tout ça, la connexité. Ça veut juste dire qu'il y a un seul objet ou bien il y en a deux. Quoi. C'est une patate, c'est soit une patate toute seule, soit deux patates déconnectées les unes des autres. C'est ça la connexité. J'avais pas compris. Une fois qu'il m'a expliqué ça, c'était terminé. Je voyais les choses, je pouvais réfléchir à cet objet et les symboles n'avaient absolument pas changé, le vocabulaire n'avait pas changé, mais ma compréhension, par contre, avait été radicalement modifiée. Et je pense que c'est une expérience fréquente chez les mathématiciens. Bien sûr, c'est pour ça aussi qu'on parle les uns aux autres, parce qu'il y a la façon de rédiger, la façon de formaliser le raisonnement et la façon d'y penser. Et évidemment, un ensemble qui n'est pas connexe, c'est un ensemble qu'on peut recouvrir par deux ouverts disjoints, non vides, effectivement. C'était pas loin, alors. C'est aussi un ensemble connexe, c'est un ensemble qui est d'un seul tenant. C'est aussi une autre façon de dire les choses, mais quand vous y réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire d'un seul tenant ? C'est très compliqué de définir ça rigoureusement, précisément et complètement. Alors nous, on y pense comme d'un seul tenant, parce qu'on a l'idée de quelque chose qui se tient, qui se continue. Et puis, il y a cette définition que je disais, qui est la définition formelle. Il y a une autre définition formelle qui est presque équivalente et plus proche de l'intuition, qui dit un ensemble connexe, c'est un ensemble dans lequel deux éléments quelconques peuvent être joints par un chemin. La connexité par arc, je me souviens. Et c'était pas la même chose. Non, mais j'ai des restes. Quand même. Je m'incline. Mais effectivement, après, il y a une façon de... Il y a toute une gymnastique après dans la démonstration où on doit transformer l'intuition et l'image qu'on a en un raisonnement. Et ça fait partie des règles du genre. Ouais, là, on est en train de réviser à grande vitesse.
Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'il est... Alors, je pense que, sauf s'il y a une dernière question, sinon, voilà, pendant qu'on parle de l'espace, le temps passe. Oui, une dernière alors. J'étais étonné que l'on mette dans la même case de notre cerveau à la fois les compétences géométriques et purement analytiques numériques. J'avais l'impression que on pouvait très bien être pas trop mauvais en analyse, enfin de manipuler les nombres et ces concepts, et par conséquent avoir quelques difficultés à voir à 3 dimensions et forcément à davantage. Je sais pas. Non, mais le fait que ce soit dans la même région ne veut pas dire que parce qu'on développe l'un, on développe l'autre. Chacun de ces domaines demande à être étudié pour lui-même et à ses propres objets et ses propres concepts, mais peuvent néanmoins faire appel à la même région cérébrale. Hein. Et probablement que c'est simplement une sorte d'incapacité aussi de nos images de discerner comment ces circuits sont organisés finement. Mais la dissociation entre langage et mathématiques est extrêmement claire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui sont dramatiquement aphasiques à la suite d'une lésion cérébrale qui sont rares capables de faire des mathématiques, y compris de l'analyse ou de l'algèbre. C'est assez fréquent dans les maladies dégénératives d'avoir des capacités sémantiques dans le domaine du langage qui sont très dégradées et d'être encore capable de faire des calculs numériques. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est pas rare. Oui, alors oui, on peut parler de la musique aussi, qui fait appel aussi à d'autres structures encore mentales. Ouais. Ces structures sont partiellement dissociables. Très bien, je pense qu'il y aura encore beaucoup de questions et cette conversation pourrait durer encore 2 heures, mais on va être obligé de s'arrêter. Je vous remercie beaucoup tous les 3. Merci.